Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, bienvenue dans l'émission Parcours d'Excellence. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau M. Stanislas Zézé Bayard, qui est le PDG de Bloomfield Investment and Corporation. Donc, il a eu vraiment un parcours très brillant, raison pour laquelle aujourd'hui nous l'avons invité sur ce plateau, afin de partager avec lui son parcours, que ce soit les réussites, ses échecs, etc. Il est passé aussi par la Banque mondiale ainsi que Shell Oil, raison pour laquelle. Donc aujourd'hui, monsieur Stan, si vous devez vous présenter, ce serait quoi? Alors, me présenter, ce serait de dire que je suis Stanislas Zézé, Oui. PDG de Bloomfield. Bloomfield, qui est une agence de notation financière que j'ai créée il y a 17 ans, Oui. qui aujourd'hui a pignon sur rue et a atteint un certain niveau de notoriété. Nous sommes présents dans 20 pays africains, 3 pays européens et un pays asiatique. Du moins, nous intervenons dans tous ces pays-là. Aujourd'hui, je me considère aussi comme un conférencier. D'accord. J'aime bien débattre dans des conférences, j'en organise moi-même. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est profondément panafricain et aime bien tirer les jeunes Africains vers le haut et surtout encourager les Africains à revenir sur le continent. Donc ça, c'est mon vrai combat. C'est votre souhait. Et bon, j'ai commencé à écrire, j'ai écrit dans mon chaussettes rouges. Je vais d'ici la fin de l'année, je vais commencer un autre bouquin qui sera Bloomfield Story. Donc, parler un peu de l'histoire de Bloomfield. Qui sera votre deuxième livre, c'est ça? Deuxième livre, et je pense déjà à un troisième livre qui sera justement basé sur le développement en Afrique et de comprendre est-ce que les Ivoiriens ont trouvé, les Africains ont trouvé, pourquoi les Africains ont du mal à trouver la stratégie qui leur permettrait de se développer? D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on stagne beaucoup. Ces petites avancées qu'on constate sur le continent, pour moi, ce sont juste des petites avancées. On stagne et qu'est-ce qui va nous permettre de faire ce vrai leapfrog vers l'avant? Je sais que la technologie nous le permettra, mais comment on met en place une stratégie pour capitaliser justement sur la technologie, pour avoir un développement fulgurant. Et ça, il y a de quoi écrire là-dessus. Exactement. Voilà. Effectivement. Donc voilà, on a pu remarquer que vous avez un présent, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Effectivement, vous avez un fort impact sur la jeunesse aussi africaine notamment. Et donc effectivement, moi je voulais revenir un petit peu avec vous sur votre enfance, on va dire. Donc on a pu remarquer que vous avez votre enfance a été un petit peu difficile. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous a difficile, pas vraiment. Enfin, j'ai eu à un moment de ma jeunesse, j'ai eu un choc. D'accord. La mort de mon père. Oui. Mais sinon, j'ai eu une enfance qui était très agréable. Hein. J'ai eu une enfance très agréable avec. Je vivais avec mon père, parce que ma mère n'était pas avec nous. Un père militaire, mais quelqu'un d'extrêmement juste. Pas forcément toujours souriant, mais très juste. Comme tous les papas africains, on va dire. Très juste et qui avait à cœur l'éducation de ses enfants. Donc, il prenait le temps de parler avec nous et surtout avec ceux qui avaient envie de parler. Donc, c'est vrai qu'en Afrique, généralement, on n'a pas envie de s'asseoir avec son père pour parler quand on est... Enfin, à l'époque, en tout cas, maintenant, les enfants ont une différente mentalité. Et donc, on parlait beaucoup, donc j'apprenais, je suivais, j'observais beaucoup. J'ai eu une enfance très agréable, plutôt, on va dire. Hein. Je manquais de rien, en réalité, je manquais de rien. Mais le choc a été quand mon père est mort à 18 ans. Donc, je veux dire, quand tu es enfant, tu n'imagines pas qu'à 18 ans, tu deviendras quelqu'un qui devra compter sur lui-même. Oui, à ce moment-là, ça devient compliqué. Parce que vous étiez l'aîné aussi de la famille Non, j'avais des grands frères, des grandes sœurs, mais à 18 ans, on se pose beaucoup de questions. À 18 ans, on atteint un âge où on est vraiment dans la pleine réflexion de ce qu'on va devenir. Et quand on perd son père, évidemment, c'est un coup très dur. Mais je me suis rendu compte que l'éducation que mon père m'a donnée m'a permis justement d'absorber ce choc-là et de bien le gérer. Exactement. Et donc, mais ça a été
si vous voulez, une espèce de rupture pour un nouveau départ, mais un départ d'adulte. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que je suis rentré dans la cour des grands. Oui. Avec cette rupture et ce choc, je suis rentré dans la cour des grands. Et donc c'est à ce moment où je me suis rendu compte que je devais prendre ma vie en charge et commencer à être conscient de tout ce que je fais, réfléchir aux conséquences de tout ce que je fais. Et c'est comme ça que la nouvelle aventure de Stanislas Zézé a commencé. Effectivement, donc ouais, on imagine que perdre son père avec aussi jeune âge, vraiment ça pousse à la maturité, effectivement. Absolument. Mais du coup, qu'est-ce que vous a poussé vraiment à aller à l'étranger pour poursuivre vos études, notamment en France, et puis de faire une transition aux États-Unis? Je pense que j'ai fait mon lycée ici. Ensuite, la fac de droit, et je suis allé aux États-Unis. Bon, c'était un parcours tout à fait classique et normal. À l'époque, les enfants de mon âge, beaucoup venaient en France. Beaucoup venaient en France, en Côte d'Ivoire. Beaucoup de jeunes venaient en Côte d'Ivoire faire le lycée, ensuite aller à l'université. C'était monnaie courante, bon, c'était rien d'extraordinaire. Mais par contre, la majorité restait en France. Et donc, aller aux États-Unis, c'est là où ça crée un changement. D'accord. Donc, après la fac de droit, j'allais des fois aux États-Unis en vacances et je me suis rendu compte finalement que j'aimais bien cette mentalité-là, mentalité américaine. D'accord. Et donc, j'ai décidé qu'après la fac ici, j'irais là-bas. Donc, je suis parti et je me suis vraiment bien senti dans ce milieu-là. D'accord. Un milieu où tout le monde doit se débrouiller, où tout le monde doit travailler pour réussir. On ne conçoit pas que quelqu'un ne veuille pas travailler. Exact. Et ça, c'est une mentalité que je ne retrouvais pas en Europe, ou je ne retrouvais pas en Côte d'Ivoire. Que tout le monde se dise qu'il doit travailler. Que tout le monde se dise que je dois faire mes preuves. Et je trouvais que c'était une mentalité extraordinaire. C'est un pays d'opportunités où, quand vous travaillez, la probabilité d'échouer, elle est nulle. Donc c'était vraiment le bon état d'esprit. Et j'ai adoré mes années universitaires aux États-Unis. J'ai adoré mes années de travail, de professionnel aux États-Unis. Je trouve que l'expérience aux États-Unis a été d'un grand bénéfice pour moi. Effectivement. Très grand bénéfice et a permis de forger l'état d'esprit dans lequel je suis, qui m'a permis aujourd'hui d'être un bon entrepreneur. Parce que cet état d'esprit-là, de dire que je dois faire mes preuves, pour montrer aux gens que je suis capable de faire ce que je dis que je veux faire. Exactement. L'envie de prouver aux gens, évidemment, c'est l'état d'esprit dans lequel doit être un entrepreneur. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans justement ma quête pour l'entrepreneuriat qui aujourd'hui, les gens me voient comme un entrepreneur guéri. Je pense que tout ça vient déjà de cet état d'esprit que j'ai développé aux États-Unis. Effectivement. Parce que quand vous dites que vous avez aimé leur état d'esprit et tout, mais est-ce que derrière aussi il y a eu d'autres critères ou d'autres paramètres que vous avez aimé aussi, ou c'était juste cette quand je dis état d'esprit, c'est tout un ensemble de paramètres. Hein. C'est-à-dire que travailler pour réussir, ne pas compter sur les autres, avoir confiance en soi, être conscient que votre réussite ne dépendra que de vous, et surtout ne pas avoir de limites. C'est-à-dire que les Américains disent « sky's the limit ». C'est vraiment comme le ciel, on sait qu'on ne l'atteindra jamais, donc c'est une limite qui est quand même repoussée à l'infini. Et dans cette logique-là, les gens vont le plus loin possible. Et ça, c'est tout cet ensemble-là qui crée cet état d'esprit-là de gagnant. C'est-à-dire que cet esprit de rien ne peut me résister, je peux faire tout ce que je veux faire. Et ça, c'est aussi ce que j'inculque aux jeunes Africains. De dire, il faut se mettre dans cet état d'esprit-là, de dire, rien ne peut m'arrêter. Si je dis que je veux être médecin, je serai médecin. Si je dis que je veux être architecte, je serai architecte. Si je dis que je veux être un entrepreneur à succès, je le serai parce que j'ai décidé, donc je m'en donne les moyens. Effectivement. Et ça, cet état d'esprit, pour moi, c'est ce qui fait que les Américains sont aujourd'hui les plus avancés, le pays le plus avancé au monde. Ouais, effectivement. Donc, alors, nous, on sait que pour votre parcours ici en France, vous avez commencé par le droit. Alors, pourquoi ces changements arrivés aux États-Unis Oui, alors, non, c'est pas vraiment un changement parce que c'est un peu une continuité. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait Sciences Po et Sciences Éco. D'accord, oui, c'est une continuité. Donc, on est dans une continuité. Et après, je suis rentré à l'école d'administration.
l'équivalent de l'ENA ici. D'accord. Où j'ai étudié la gestion des risques et le développement économique. Donc on est vraiment dans la même lignée. Hein. Oui. C'est pas vraiment changé. Parce que c'est vrai que quand je grandissais, je me voyais travailler non seulement dans des organisations internationales, Oui. mais aussi rentrer et travailler dans l'administration en Côte d'Ivoire. C'était plus ça. Donc, pour travailler avec j'étais vraiment dans dans cette logique-là. Parce que pour moi, travailler dans l'administration, c'est dans une logique d'aider à développer son pays. Oui. Okay? Mais bon, je me suis rendu malheureusement vite compte de toutes les faiblesses qu'on avait dans nos pays. Et donc, j'ai décidé de bifurquer dans le secteur privé, enfin de rester plutôt dans le secteur privé, mais en faisant quelque chose qui permettrait justement au secteur public de s'améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'agent de notation financière que j'ai créé me permet justement de, si vous voulez, de donner, si vous voulez, des certaines orientations au secteur public sur un certain nombre de prérogatives économiques et sociales et de développement, parce que justement nous faisons des analyses pour mettre en relief les forces et les faiblesses et orienter plus ou moins dans nos rapports les différents gouvernements africains sur les politiques publiques qu'ils devraient mettre en place pour rectifier justement les faiblesses que nous mettons en relief. Donc pour moi, j'ai aussi accompli ce rêve d'enfance de pouvoir changer la vie de mes concitoyens. Si ça peut se faire par dérogation ou que ça peut se faire par intermédiaire, tant mieux, pourvu que ça se fasse finalement. Donc le travail que je fais aujourd'hui permet, à mon sens, aux différents gouvernements avec qui on travaille, de corriger certaines des faiblesses qu'ils ont en vue de mettre des politiques publiques en place pour créer des environnements qui soient beaucoup plus adéquats et beaucoup plus appropriés pour l'épanouissement de leurs citoyens. Effectivement. Donc, si on comprend bien, vous avez préféré retourner en Afrique pour contribuer. Et je pense que tous les Africains devraient rentrer en Afrique à un moment donné. Pour moi, on a un continent qui est extraordinaire, qui a un potentiel extraordinaire, mais évidemment, le potentiel, ce n'est pas des opportunités. Le potentiel, il faut le transformer en opportunités. Je ne crois pas que ce soit les Occidentaux qui le feront pour nous. Et donc, pour moi, il est impératif que les Africains rentrent en Afrique pour aider ce continent-là à aller de l'avant. Parce que nous avons accumulé énormément de retard. Mais si tous les Africains qui ont la capacité de faire avancer ce continent restent à l'étranger, ben naturellement, ce continent continuera à être en retard. D'accord. On a comment on appelle ça, on a une sorte de fuite de cerveau africain qui est hallucinant. Effectivement. Et maintenant, ce que ça veut dire que les leaders africains, les autorités politiques africaines devraient aussi créer l'environnement qui permet et qui encourage cette diaspora-là à revenir et travailler avec ceux qui sont sur place pour faire avancer le continent. Donc, il y a quand même de la matière et il y a quand même un vrai projet, celui de faire avancer le continent, qui pourra se faire avec ceux qui sont sur place et avec ceux qui sont à l'ailleurs, qui sont revenus et qui ont des choses à apporter. Effectivement. Donc, comment a été ce choix de vouloir quitter les États-Unis pour aller en Afrique, sachant que pour exercer l'entrepreneuriat, voilà, l'atmosphère en Afrique n'était pas vraiment propice pour faire cela. Et donc, pourquoi ce choix vraiment, sachant avec toutes ces difficultés derrière qu'on connaît en Afrique? C'est ce que je dis. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, repartir en Afrique, c'est pas partir en aventure, c'est partir chez soi. Et l'idée même de retourner en Afrique, pour moi, c'est tout à fait normal en tant qu'Africain. Donc moi, j'étais venu faire mes études et éventuellement rentrer. Donc ça n'a pas été un choix très difficile, hein, parce que l'idée, c'est de repartir chez soi. Sauf si votre pays est en guerre ou sauf si, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas y retourner. Sinon, pour moi, c'est tout à fait naturel de retourner dans son pays. Maintenant, évidemment, il y a des difficultés partout. Maintenant, si c'est à cause des difficultés que vous allez fuir un endroit, vous irez nulle part. Être africain en France, c'est difficile. Oui. Avec toutes les contraintes, les plafonds de verre, tout ça, c'est difficile. Donc, l'Afrique n'est pas nécessairement plus difficile que l'Europe.
il y a peut-être moins d'opportunités parce que justement le potentiel n'est pas totalement transformé en opportunité, mais c'est justement l'occasion pour les Africains d'aller et transformer ce potentiel-là en opportunité. Donc pour moi, c'était même pas un choix difficile, c'était un choix naturel que de revenir sur le continent. Et quand je suis revenu, j'ai travaillé d'abord à la Banque africaine de développement, ensuite à Shell Oil Product, avant de monter mon agent de rotation financière. Donc je suis venu m'acclimater, me réacclimater, comprendre l'environnement et monter mon entreprise. Mais pour moi, c'était ce qu'il fallait faire et c'était ce qui est normal. Si chaque Africain rentre en Afrique et crée une entreprise, évidemment, je pense que l'Afrique fera un bond extraordinaire en avant. Et donc, dans ce cas, pour relancer, est-ce que tout le monde peut être finalement entrepreneur? Est-ce que tout le monde a la capacité de retourner et de créer quelque chose? Tout le monde a la capacité d'être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur parce que, bon, ben, y en a qui abandonnent sur le chemin. En fait, devenir entrepreneur nécessite d'embrasser un code de valeurs. Et ce code de valeurs, il est certainement plus facile pour certains en termes de... parce qu'ils ont peut-être des prédispositions, ok? Et il est peut-être un peu plus compliqué pour d'autres. Mais tout le monde peut y arriver si on embrasse ce code de valeurs-là, qui est le courage, l'abnégation, le travail, l'humilité, ok, la résilience, le courage et la patience. C'est-à-dire que ce code de valeurs-là, si vous l'embrassez, la probabilité de réussite, elle est très grande. La probabilité d'échouer, elle est quasiment nulle. Donc évidemment, certains vont y arriver plus vite que d'autres. À la fin de la journée, l'idée, c'est de ne pas se décourager. C'est quand vous embrassez ce code des valeurs, vous allez jusqu'au bout. Pour certains, la réussite d'un projet peut prendre 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 15 ans. C'est un parcours du combattant. Mais sauf que les combattants n'ont pas forcément tous les mêmes armes. Mais ils ont tous le même objectif. À la fin de la journée, quelles que soient vos armes, si vous embrassez ce code de valeurs, moi, je pense que vous réussirez. J'ai jamais vu personne... Quand je lis toutes les histoires, je lis toutes les biographies des gens qui ont résisté, qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi un projet de vie, ce sont les gens qui embrassent ce code de valeurs. Effectivement. Qui ont embrassé le risque, effectivement. Donc aujourd'hui, on sait que vous êtes le PDG de Bloomfield Investment Corporation. C'est quoi aujourd'hui l'importance, ou je vais dire, c'est quoi l'impact de Bloomfield? Alors déjà, nous sommes une agence de notation financière et le rôle d'une agence de notation financière, c'est d'établir la crédibilité des emprunteurs, que ce soit des États, que ce soit des entreprises privées ou publiques. Et cette crédibilité-là permet aux États ou aux entités notées d'aller emprunter sur les marchés, ou auprès des banques. Et donc, nous permettons aux pays, aux entreprises, aux collectivités locales d'accéder à des financements pour le développement de ces entreprises, pour le développement de ces pays-là. Donc, on a un rôle qui est primordial dans l'économie. Le rôle que nous jouons est un rôle primordial dans l'économie en général et l'économie africaine en particulier, parce que aujourd'hui, cet outil est devenu l'outil par excellence des investisseurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a que 2 agences africaines en réalité. D'accord. En Afrique de l'Ouest ou dans toute l'Afrique? Il y en avait 3, il y en a une qui vient de se faire acheter par les Américains Moody's, JCR. Ils avaient une partie, maintenant ils ont acheté la totalité. D'accord. Donc il reste Bloomfield en Côte d'Ivoire et Augusto au Nigeria. Ce sont les 2 seules agences de notation financière africaines aujourd'hui. Et donc le rôle que nous jouons est un rôle extrêmement important, extrêmement primordial. C'est pourquoi il est extrêmement important que les États africains et les institutions africaines et panafricaines travaillent avec nous. Pour pouvoir justement assainir l'environnement des capitaux en Afrique, de sorte à ce qu'il y ait suffisamment de ressources pour que les pays, les entreprises accèdent à ces ressources-là. Donc, dans ce processus, nous aidons aussi à développer le marché des capitaux, à le rationaliser et à le rendre beaucoup plus profond. D'accord. Et aujourd'hui, je crois que le rôle que nous jouons est un rôle qui prend de plus en plus
de valeur D'accord. et d'importance. Ouais, en parlant de ça, est-ce qu'aujourd'hui vous recevez un appui ou que ce soit une subvention ou une aide de l'État? Non, pas du tout. Enfin, Oui. non, pas du tout. Nous sommes une société privée. Ok. On ne reçoit pas de subventions, on n'attend pas nécessairement de subventions. Ce qu'on attend par contre, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays africains se plaignent de la notation financière des agences internationales et ils suggèrent que les pays soient désormais notés par des agences africaines. Ben, il y en a deux. Aujourd'hui, il faut créer un cadre autour de ces agences pour qu'elles deviennent très fortes, pour qu'elles aient la capacité de noter tous les 54 pays et toutes les entreprises africaines qui souhaiteraient se faire noter. Donc c'est un appui institutionnel dont on a besoin, de créer comme deux champions africains, créer autour de nous un certain mécanisme, un certain statut qui nous permettrait d'atteindre le niveau des agences de notation internationale. Effectivement. Donc aujourd'hui, on sait que vous êtes entrepreneur et que est-ce qu'au début, lorsque vous fondez Bloomfield, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, sachant que ça a été votre première structure, on va dire, quelles ont été voilà, les difficultés, les défis majeurs? Alors, généralement, tous les entrepreneurs ont à peu près les mêmes défis. Oui. Mais dans le cas de Bloomfield, il y avait des défis particuliers parce que c'était la première fois qu'on crée une agence de notation financière dans l'espace francophone en Afrique. Donc, les gens ne savaient même pas ce que c'était. Il n'y avait pas de cadre juridique et réglementaire. Donc, il fallait commencer tout de zéro. Et donc, évidemment, c'était un projet qui faisait peur aux gens. Quand j'en parlais, on me disait non, ton projet ne va jamais réussir parce que l'environnement ne s'y prête pas. Donc, pendant 2 ans, on a fait beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, et on a fini par convaincre un client de se faire noter. Donc, on a eu notre premier client 2 ans après. D'accord. Donc, c'était vraiment un vrai challenge parce que pendant 2 ans, il fallait payer les loyers, les charges, les salaires et tout ça. Mais comme je dis toujours, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui réfléchit constamment. Et parce qu'il il a vocation à résoudre des problèmes de façon permanente. Donc pendant ces 2 ans, on s'est dit, mais avant qu'on ait un client, qu'est-ce qu'on fait pour justement régler la problématique de revenus? Et donc on a décidé de faire des séminaires payants, puisque les gens ne savaient pas ce que c'était. On allait expliquer, on allait faire payer pour expliquer. Donc on a fait des séminaires avec les banques, avec des institutions financières, ça marchait bien, donc ça nous permettait de couvrir les charges. Et 2 ans après, on a eu notre premier client. Donc la plus grosse difficulté, dans notre cas, c'était d'avoir le premier client. On a eu le premier client, il fallait avoir la réglementation. Avec le premier client, on a pu communiquer, 2 clients, 3 clients, et le régulateur nous a écoutés, nous a entendus, on a discuté, et ils ont mis en place la réglementation. Et donc, les difficultés ont été surtout de pouvoir mettre en place un écosystème pour les agents de notation financière. Donc, partie de clients, il fallait créer les clients, il n'y avait pas de clients. La narrative, il fallait la créer, et la construire, pardon, et le cadre juridique et réglementaire, il fallait le mettre en place. Voilà. Effectivement. Donc aujourd'hui, on sait que vous avez acquis pas mal d'expérience à travers votre parcours, que ce soit au niveau de la Banque mondiale, Shell Oil ou Product Africa. Est-ce que ces expériences aujourd'hui vous ont servi pour la mise en place de Bloomfield? Pour être honnête, je dirais oui, ça a servi, mais ce n'est pas nécessaire pour pouvoir monter une entreprise. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. On peut monter une entreprise en sortant de l'université, ou en même mettant à l'université. Quand vous regardez Google, ils ont créé quand ils étaient étudiants. Facebook, ils ont créé quand ils étaient étudiants, à la fin de l'étude. Microsoft, il a créé quand il était étudiant. Enfin, Apple, ils ont créé quand ils étaient étudiants. C'est pour dire que ce n'est pas absolument nécessaire. Ça peut aider, mais ce n'est pas une condition sine qua non de réussite d'une entreprise. Il y a des gens qui ont eu 30 ans d'expérience, ils ont monté des entreprises, 1 an après, ils ont fait faillite. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet direct. Une expérience peut aider, mais ce n'est pas une garantie de réussite. Une non-expérience n'est pas une garantie d'échec non plus. Oui. Donc, oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on vous surnomme l'homme aux chaussettes rouges
pourquoi ce surnom et pourquoi Alors, c'est votre personnalité parce que je ne porte que des chaussettes rouges, comme vous pouvez le constater d'ailleurs. Effectivement, voilà. Okay. Je porte que des chaussettes rouges et ça fait 24 ans que je porte des chaussettes rouges. Alors, j'ai emprunté les chaussettes rouges des cardinaux du Vatican. D'accord, ok. Qui m'ont sublimé d'ailleurs quand je suis. Ils portent des chaussettes rouges aussi. D'ailleurs, ces chaussettes, on les appelle les cardinales. D'accord. Quand j'étais allé au Vatican, j'ai constaté ça et ça m'a ébloui. Et j'ai décidé depuis ce jour-là de porter des chaussettes rouges. Je ne porte que ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui portent des chaussettes rouges, mais qui ne portent pas que ça. Oui. Et moi, je ne porte que ça. Comme vous le portez tous les jours. C'est ça qui m'a valu le sobriquet de l'homme aux chaussettes rouges. Et d'ailleurs, le titre de mon livre, de mon premier livre, c'est L'homme aux chaussettes rouges. Ouais. Ça paraissait évident à tout le monde que je donne ce titre-là à mon livre. Et d'ailleurs, de quoi parle ce livre? Alors, c'est une biographie, c'est ma biographie. Oui. Je parle de mon parcours, de mon enfant, de comment je me suis construit jusqu'à ce que je suis devenu aujourd'hui. D'accord. Beaucoup de jeunes. Honnêtement, des centaines de milliers de jeunes me suivent à travers le monde, des jeunes africains. Oui. Et je me suis dit à un moment donné que j'avais l'obligation morale de leur dire qui j'étais réellement, de leur donner la vraie version de mon histoire, de leur donner mon histoire. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des informations volontaires sur lui, généralement. Mais je pensais que c'était nécessaire pour ces jeunes-là qui me voient en modèle, qui comptent sur moi pour grandir, qui attendent de moi une sorte de coaching, de mentoring et tout ça. Je me suis dit, qui voient mon parcours, ça pourrait les inspirer, ça pourrait les motiver, ça pourrait les pousser, ça pourrait leur permettre de mieux me connaître et mieux appréhender tout ce que je dis. Et ça n'a pas raté, ça a été un très 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 grand succès. Et aujourd'hui, je suis très très content d'avoir écrit cette biographie-là. Oui. Okay. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré ou vous avez eu, durant votre enfance, une idole ou voilà, quelqu'un qui a fait vraiment ce que vous êtes aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, bon, je pense que... Que ce soit un grand entrepreneur ou... Non, je pense que... Non, je n'ai pas spécialement. Mon seul modèle, c'est mon père qui, à travers l'éducation qu'il m'a donnée, c'est l'éducation qui m'a permis de m'orienter, de ne pas sombrer quand il est décédé, quand j'avais 18 ans. Donc, c'est celui-là même qui m'a donné les rudiments de qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, bon, vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui nécessairement adule les autres. J'apprécie ce que les autres font, mais j'aime bien écrire ma propre histoire. D'accord. Voilà, j'aime écrire ma propre histoire, et ma propre histoire, elle doit sortir de mes entrailles. Voilà comment je fonctionne. Mais je pense que tout ça part de l'éducation que j'ai reçue de mon père militaire, le caractère qu'il m'a donné, les valeurs qu'il m'a inculquées m'ont permis d'être là. Sinon, je vois j'apprécie beaucoup ce que d'autres gens font. Je vois des Africains réaliser des choses extraordinaires. Des Africains de l'Afrique, des Africains de la diaspora, des Afro-Américains réaliser des choses extraordinaires que je trouve très bien, mais je ne puise pas nécessairement mon inspiration de ça. Je pèse mon inspiration de ma propre expérience, de mon éducation et du plus profond de moi. Effectivement. Donc aujourd'hui, en tant que grand entrepreneur, est-ce qu'il faut nécessairement certaines qualités pour être un bon entrepreneur? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut embrasser le code de valeurs que j'ai cité tout à l'heure. Pour moi, c'est ce qu'il faut pour être un bon entrepreneur. D'accord. Voilà. Y a-t-il pas d'autres qualités peut-être qui forcément un entrepreneur Écoutez, quand vous regardez tout, vous allez voir que... Parce que quand on parle d'humilité, c'est regarder aussi ce que les autres font et puis apprendre, ou quand on est en train d'apprendre, de rester humble. Donc, toutes les valeurs que j'ai citées permettent à quelqu'un qui veut être un bon entrepreneur de devenir un bon entrepreneur. D'accord. Parce que tout se retrouve dans ces valeurs-là. Que ce soit la résistance, donc, que ce soit l'abnégation, que ce soit le courage, que ce soit le travail, que ce soit l'humilité, que ce soit la résilience, tout ça sont des valeurs qui font de vous un entrepreneur, enfin, qui feront de vous un bon entrepreneur, un entrepreneur accompli.
Oui. Donc aujourd'hui, en tant que financier, j'aimerais vous poser une question que tout le monde se pose, pour les entrepreneurs d'ailleurs. Comment trouver des fonds pour démarrer son entreprise ou sur quelle institution Je crois faut que aller? Ouais. en Afrique, Parce que beaucoup de jeunes sont contraints par ouais, ça bah, aussi, en Afrique, côté finance. le problème en Afrique, c'est que Mhm. nous n'avons pas les institutions financières qui sont adaptées D'accord. à l'environnement entrepreneurial, que ce soit les banques ou les fonds d'investissement. Mhm. Ils ne sont pas adaptés. Les fonds d'investissement, c'est généralement les fonds d'investissement étrangers qui investissent dans de gros projets d'infrastructure. Oui. Les banques ne sont pas outillées pour financer l'amorçage. Elles sont outillées pour financer un développement éventuel. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez fait vos preuves, que vous ayez atteint une certaine taille pour qu'elles puissent vous financer. Aujourd'hui, ce que je conseille aux jeunes, c'est de dimensionner leur projet à la hauteur de leurs moyens. Mhm. De pouvoir lever des fonds, comme on appelle les love money, auprès de la famille, auprès des amis, se mettre surtout ensemble pour monter des projets. Mais les premiers projets, ils peuvent monter plusieurs projets, mais les premiers projets, à cause du manque de financement, doivent être des projets de l'esprit, qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de budget, qui ne sont pas budgétivores, demandent beaucoup de réflexion et d'intelligence. De commencer par ce type de projet-là. Et ce type de projet aujourd'hui qui marche très bien, le conseil, l'ingénierie, le digital et tout ça, qui marche très bien et qui vous permet de dégager du cash flow pour pouvoir monter d'autres projets qui sont plus budgétivores. Si vous avez envie de monter une usine de transformation de fruits et de légumes, par exemple, ça demande des capitaux. Oui. Si avant ça, vous montez une structure qui développe des applications, vous développez, c'est moins budgétivore, c'est quasiment pas budgétivore. Développer des applications, vous les vendez, vous récoltez des revenus, au fur et à mesure, vous investissez peut-être dans d'autres choses qui vous permettraient de multiplier ça, d'avoir suffisamment de trésorerie et investir dans une usine de transformation de fruits, par exemple, voilà, comme on a dit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous ne pouvez pas dire « je ne vais pas entreprendre parce que je n'ai pas d'argent ». Ça n'a pas de sens. Oui. C'est comment j'entreprends sans argent ou avec très peu d'argent. Donc, il faut être imaginatif, il faut être créatif et il faut toujours amener ces projets à la hauteur de ses moyens et commencer à un niveau où on peut commencer et construire, et développer, construire et arriver au sommet. Effectivement. Donc aujourd'hui, comment vous voyez aussi le changement et l'innovation au sein de votre structure? Écoutez, nous sommes dans une innovation permanente. Oui. On se réinvente, on brainstorm. Et d'ailleurs, bientôt, on va sortir, on va créer une nouvelle filiale de Bloomfield. D'ici décembre, vous allez certainement entendre parler, puisqu'on va communiquer énormément là-dessus. Donc nous sommes vraiment toujours dans cette logique-là de développement, d'innovation et surtout d'élargir notre activité sur tout le continent. Effectivement. Donc aujourd'hui, on sait que vous avez une belle équipe derrière. Est-ce qu'il y a des stratégies ou des méthodes pour bien manager cette équipe? Ouais, je crois que parce que beaucoup d'entrepreneurs aussi sont confrontés à cela. Le problème, voilà, pour moi, la meilleure façon d'équilibrer ce qui se passe dans son équipe et la meilleure façon d'assurer une pérennité de son entreprise, c'est qu'à un moment donné, les leaders doivent être capables de déléguer. Oui. De déléguer, de renforcer la capacité de ses lieutenants, qui eux aussi vont développer la capacité de leurs lieutenants. Et vous avez toute une équipe, justement, qui est capable d'être interchangeable. Donc, il ne faudrait pas que le fondateur ait l'impression qu'il est le seul à pouvoir diriger l'entreprise. Et finalement, généralement, quand c'est le cas, quand il n'est plus là, la société disparaît. Il faut se mettre dans une logique de durabilité et de survie de votre entreprise au-delà de votre personne. Et donc, ça vous permet de commencer à former les autres, déléguer de sorte à ce que vous ayez une structure qui s'autogère même quand vous n'êtes pas là. Voilà.
Effectivement. Donc aujourd'hui, on sait aussi que vous êtes très proche de la jeunesse. Est-ce que comment vous comptez les aider par des financements, par des conseils Oui, en fait, nous ne sommes pas un fonds d'investissement, donc je ne suis pas, je suis ni un fonds d'investissement d'une banque pour mettre l'argent à disposition. Par contre, j'oriente les jeunes, je les encourage à investir, je leur donne des conseils pour justement réussir leurs projets. Je leur parle, je reçois, je fais du coaching. Je crois que ça, ça n'a pas de valeur. On ne s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est donner de l'argent aux gens qui ont de la valeur. Non, pas du tout. On apprend aux gens comment gagner de l'argent. On n'est pas obligé de leur donner de l'argent, mais on leur apprend comment gagner de l'argent. On n'a pas l'argent à disposition pour distribuer aux gens, non. Mais on a des conseils, on se met à disposition, on donne de notre temps pour les encourager, pour les orienter, pour leur permettre d'éviter des erreurs. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait en général. On organise des conférences, des séminaires. Je fais souvent des lives. Je suis très présent sur les réseaux. C'est pour ça. Il n'y a pas d'autre raison d'être présent sur les réseaux, à part pouvoir inspirer et coacher ces jeunes-là. Sinon, j'ai pas, avec le business que je fais, je n'ai pas besoin d'être sur les réseaux. Voilà. Et du coup, à travers ça, est-ce qu'il y a eu des retours positifs de ces jeunes Mais c'est ce qui m'encourage d'ailleurs. Ces jeunes, beaucoup de jeunes brillants qui ont réussi les entreprises parce qu'ils ont suivi les conseils, qui ont réussi les études parce qu'ils ont suivi les conseils, qui sont rentrés en Afrique parce qu'ils ont suivi les conseils. Et donc ça, c'est très encourageant parce que je vois le nombre n'arrête pas de croître de tous ces jeunes qui réussissent ce projet, qui rentrent parce qu'ils ont écouté ce que Stanislas Zézé a dit, ils ont suivi l'histoire de Stanislas Zézé. Partout où je passe, dans toutes les capitales d'Afrique, je suis arrêté dans les rues, partout. C'est à vrai. Paris, tout le temps. Que ce soit sur les Champs-Élysées, quel que soit où je vais, il y a toujours quelqu'un qui va m'arrêter, qui va vouloir faire une photo, qui va vouloir qu'on discute, qui va me dire combien je l'inspire, qui va me dire ce que l'inspiration lui a permis de faire. Et ça, c'est très, très, très encourageant. Oui, voilà. Effectivement. Et c'est ce qui fait votre fierté aujourd'hui. Absolument. Donc, oui, on sait aussi que vous êtes père de famille. Et donc, on sait que c'est très difficile aussi pour un entrepreneur de gérer la famille et l'entreprise. Comment vous arrivez à gérer cette vie? Non, c'est pas difficile du tout. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un dit qu'il est occupé, ça veut dire que ses occupations sont sa priorité. Donc, si vous dites que vous n'avez pas le temps pour votre famille, c'est que votre famille n'est pas votre priorité. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup ce problème de jongler l'entreprise et la famille. Parce que la famille n'est pas une priorité. Parce que pour moi, je travaille pour ma famille. D'accord. Je monte mon entreprise pour la pérennité, pour mes enfants, pour leurs enfants, non, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Donc, je le fais pour ma famille. C'est une entreprise familiale. Donc, je ne veux pas sacrifier ceux pour qui je crée là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est s'organiser et organiser ses priorités. Si vous organisez vos priorités, vous créez cet équilibre-là, automatiquement. Si votre objectif, c'est de créer tout ça pour votre famille. Mais sinon, les gens qui décident de sacrifier leur famille parce qu'ils disent à leur famille qu'ils vont travailler pour gagner l'argent pour s'en occuper, mais après, vous gagnez l'argent, vous n'avez plus de famille. Donc, exactement. Donc, la vie, c'est un choix. Voilà. Les deux. La vie, c'est un choix. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, on sait l'atmosphère africaine et tout. Est-ce qu'il y a des métiers d'avenir sur lesquels peut-être vous pouvez donner conseil aux jeunes d'investir vraiment sur ces métiers d'avenir? Je crois que tous les métiers sont des métiers d'avenir en Afrique parce qu'on a tout à faire. Maintenant, c'est de voir quels sont ceux-là qui sont disponibles maintenant si vous voulez rentrer en Afrique et travailler. Mais comme je dis toujours, il est extrêmement important que les Africains comprennent quelque chose. C'est pourquoi j'encourage les Africains à être entrepreneurs. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois et que tous les secteurs d'activité sont développés. Dans tous les pays qui sont développés, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont créé des entreprises dans tous les secteurs d'activité, qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent se permettre de chercher des emplois dans tous les secteurs d'activité. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ce niveau-là en Afrique. Il faut créer des entreprises dans tous les secteurs d'activité, de sorte que dans 50 ans, dans 100 ans, l'Afrique soit comme ces autres pays-là, développée,
où tous les secteurs d'activité sont porteurs. Oui. Même la danse, c'est porteur, le théâtre, c'est porteur. Enfin, que tous les secteurs d'activité soient porteurs. Le sport, c'est porteur, la culture, c'est porteur. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est le secteur privé qu'il faut qu'on développe en Afrique. Oui. Organiser notre administration, mais développer le secteur privé. Donc, si je comprends bien, c'est plutôt le rôle du secteur privé que de l'État de faire ça. C'est le rôle du secteur privé de créer la richesse, la valeur et les emplois. Ce n'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de créer le cadre, qui permet justement au secteur privé de créer la richesse, la valeur et les emplois. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on crée des entreprises, qu'on crée des entreprises, qu'on crée des entreprises dans tous les secteurs d'activité. Créer le cadre, l'État, c'est créer, investir dans la recherche et le développement, investir dans les infrastructures, investir dans, ou s'investir dans les lois, les réglementations, les décrets d'application des lois, enfin, de créer un environnement qui permet au secteur privé de se déployer facilement. Oui. C'est ça le rôle de l'État. Et donc, est-ce que aussi, c'est pas d'où l'importance aussi pour le secteur privé de, je sais pas, de créer un lobbying ou qui va pousser vraiment l'État, forcer l'État. Non, mais c'est ce qu'il faut. Il faut un partenariat. Il faut un partenariat entre l'État et le secteur privé de façon permanente pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les secteurs privés, de sorte à mettre en place des politiques publiques qui permettent d'avoir cet environnement adéquat là. Voilà. Effectivement. Et aujourd'hui, c'est quoi peut-être la réalisation dont vous êtes aujourd'hui le plus fier, qui vous rend vraiment... Alors moi, je suis très fier d'avoir créé Bloomfield parce que je pense que Bloomfield est vraiment en train de montrer la capacité des Africains à revenir et à apporter quelque chose de concret au développement de leur pays. J'en suis très fier. Je suis très fier de ma famille, d'avoir... j'ai 2 filles. Oui. D'avoir éduqué ces filles-là à être des filles aujourd'hui très équilibrées, ça c'est extrêmement important, et qui ont une vision de la vie qui est à peu près celle que moi j'ai cultivée. Et donc fier d'avoir une famille qui soit équilibrée, fier d'avoir créé un projet qui apporte de la valeur à notre continent, et aussi fier de ce qu'aujourd'hui je suis devenu le rôle Maro, donc le modèle des jeunes Africains qui regardent ce que je fais, veulent faire pareil, veulent rentrer, veulent contribuer, veulent créer des entreprises, veulent développer ce continent-là. Voilà. Parfait. Et est-ce que vous avez un message à l'égard de la jeunesse, surtout les jeunes qui vous suivent Alors, mon message, c'est de dire aux gens, aux jeunes, de continuer à être courageux, de travailler et de se dire que le futur, c'est l'Afrique. Et il faut toujours regarder vers l'Afrique. Venez vous former dans des écoles occidentales parce qu'elles sont peut-être mieux structurées dans beaucoup de cas. Apprenez, ayez quelques années d'expérience à l'extérieur et ensuite rentrez au pays. Rentrez sur le continent. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est Gabonais qu'il faut rentrer au Gabon. C'est pas parce qu'on est Ivoirien qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer là où vous pensez que vous pouvez apporter une valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour être Gabonais, aller en Côte d'Ivoire, Ivoirien, aller au Ghana, Sénégalais, aller en Afrique du Sud, ainsi de suite. Et il faut aussi, les jeunes, vous intéresser à la politique, parce que c'est là-bas qu'on change les règles. C'est extrêmement important. Il faut vous intéresser à la politique, de sorte à changer la façon dont on fait la politique sur notre continent aujourd'hui, et impliquez-vous dans les affaires publiques pour changer les choses. Il faut aujourd'hui avoir une nouvelle dynamique en termes de modèle politique, en termes de modèle économique. Et vous êtes la majorité aujourd'hui. La majorité, en 1930, 60% de la population africaine aura moins de 20 ans. Donc, par déduction, peut-être 80% auront certainement moins de 40 ans. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous représentez la grande majorité. Demain, vous représenterez l'écrasante majorité. Donc, il est extrêmement important de s'intéresser à ce continent et de venir contribuer à son développement et à son épanouissement. Donc voilà un message fort de M. Stanislas Zézé Bayar,
comme vous le connaissez tous. Donc, que nous avons d'ailleurs aujourd'hui ce grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Parcours d'Excellence. On a fait un petit peu en mode briefing son parcours qui est très brillant à travers ses réalisations, mais aussi ses projets en Afrique. Donc c'était, voilà, Pascal César, comme d'habitude. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci beaucoup.